La mécanique classique, c'est génial. Si vous connaissez l'état d'un système, par exemple la position et la vitesse d'une particule, vous pouvez utiliser la deuxième loi de Newton pour prédire son évolution. En mécanique quantique, connaître l'état quantique d'une particule, c'est-à-dire sa fonction d'onde, permet d'utiliser l'équation de Schrödinger pour prévoir son évolution. Habituellement, elle s'étale au fil du temps, comme c'est le cas ici. Pour cette animation, nous avons vraiment résolu l'équation de Schrödinger, ce qui crée une belle symétrie. Si vous connaissez l'état initial, vous pouvez utiliser une équation pour faire évoluer cet état de manière fluide et continue vers le futur. En mécanique quantique, on n'observe jamais vraiment la fonction d'onde ainsi. Au lieu de cela, lorsque nous la mesurons, nous trouvons la particule en un seul point dans l'espace. Comment concilier la fonction d'onde étalée évoluant selon l'équation de Schrödinger avec la détection ponctuelle de la particule? Je pense qu'il est compréhensible que les fondateurs de la théorie quantique, face à ce problème, considéraient la mesure comme plus réelle que la fonction d'onde. La mesure était en fait quelque chose que nous avions observé et correspond à notre expérience d'un monde fait de particules matérielles. Il était plus difficile de définir précisément la fonction d'onde. Schrödinger a créé son équation d'onde car les scientifiques, dont de Broglie, pensaient que la matière avait des propriétés d'onde. Mais il a fallu un troisième physicien, Max Born, pour proposer comment nous devrions interpréter la fonction d'onde. La fonction d'onde a, en chaque point de l'espace, une amplitude complexe composée d'un réel et d'un imaginaire. Max Born a suggéré que si vous prenez cette amplitude et que vous l'élevez au carré, vous obtenez la probabilité de trouver la particule à cet endroit. L'obligation d'élever l'amplitude au carré figure en fait comme une note de bas de page ajoutée à la dernière minute dans l'article de Born. Mais c'est ainsi que la probabilité a été introduite au cœur de notre vision de la réalité. C'est un sacré saut philosophique, je veux dire l'univers n'est plus déterministe. Cela a mis beaucoup de scientifiques, en particulier Einstein, mal à l'aise. Mais la règle de Born, comme on l'appelle aujourd'hui, reste au cœur de la mécanique quantique parce qu'elle est spectaculairement efficace pour prédire les résultats des expériences. La mécanique quantique, telle que je l'ai comprise et apprise, repose sur deux ensembles de règles. Quand on ne regarde pas, la fonction d'onde suit l'équation de Schrödinger. Mais lorsqu'on mesure, la fonction d'onde s'effondre soudainement et irréversiblement. La probabilité de mesurer un résultat particulier correspond au carré de l'amplitude de la fonction d'onde associée. Schrödinger lui-même détestait cette formulation. C'est pourquoi il a créé la célèbre expérience du chat de Schrödinger. Mettez un chat dans une boîte avec un atome radioactif. Ajoutez un détecteur de radiation qui déclenche la libération d'un gaz cyanure toxique. Maintenant, bien que cela n'ait été conçu que comme une expérience de pensée, Schrödinger note utilement que ce dispositif doit être protégé contre toute interférence directe du chat. Quoi qu'il en soit, le but de toute l'expérience est d'amplifier l'état de l'atome jusqu'à celui de quelque chose de macroscopique et de tangible. Il aurait pu choisir n'importe quoi, mais Schrödinger a opté pour un chat, sans obligation de prendre un être vivant. Si l'atome se désintègre, le détecteur détecte le rayonnement, libère le poison et le chat meurt. Si l'atome ne se désintègre pas, le détecteur ne capte rien, le poison reste confiné et le chat vit. Puisque l'état du chat et de l'appareil détecteur est directement lié à l'état de l'atome, on dit qu'ils sont intriqués. Là où les choses deviennent étranges, c'est que selon la mécanique quantique, l'état de l'atome n'a pas besoin d'être soit désintégré, soit non désintégré. En général, il est dans une superposition des deux états, désintégré et non désintégré en même temps, à condition qu'aucune mesure n'ait été effectuée. Cet état de superposition de l'atome s'intrique avec le détecteur puis avec le chat. Après un certain temps, la fonction d'onde de tout ce qui est dans la boîte est en superposition. L'atome n'est pas désintégré, le poison n'a pas été libéré. Le chat est vivant. Où l'atome s'est désintégré, le poison a été libéré. Le chat est mort. Donc, selon la mécanique quantique, le chat est réellement à la fois vivant et mort en même temps. Ce n'est que lorsque nous ouvrons la boîte et effectuons une mesure que la fonction d'onde s'effondre et que le chat devient réellement soit mort, soit vivant. Aujourd'hui, le chat de Schrödinger illustre l'étrangeté de la mécanique quantique, bien que ce n'était pas l'intention de Schrödinger. Il voulait montrer que la mécanique quantique, telle qu'elle était formulée, était erronée. Je reprends l'argument de Schrödinger dans cette vidéo, pour montrer qu'il y a une meilleure façon de penser au chat de Schrödinger. En fait, une meilleure façon de penser à la mécanique quantique dans son ensemble, que je dirais plus logique et cohérente. Pour y parvenir, nous devons examiner les trois éléments essentiels du chat de Schrödinger.
Superposition, intrication et mesure, pour vérifier si l'un présente une faille. La superposition signifie qu'un objet quantique peut être dans deux états simultanément. Cela semble être une idée folle et quelque chose que nous n'observerions jamais, mais nous le faisons indirectement avec l'expérience des deux fentes. En envoyant des électrons seuls à travers deux fentes vers un écran, le motif obtenu n'est pas juste la somme des électrons passant séparément par chaque fente. C'est un motif d'interférence. Nous sommes forcés de conclure qu'un seul électron passe d'une certaine manière par une fente et par l'autre en même temps. C'est la superposition. Bien sûr, il est facile de comprendre la superposition avec des ondes. Elles sont réparties dans l'espace. Il est clair que le sommet d'une onde venant d'une fente s'annule avec le creux de l'onde d'une autre fente, produisant le motif d'interférence. Heureusement, nous savons que sans observation, les électrons sont décrits par une onde, la fonction d'onde. L'expérience des deux fentes est donc une preuve concrète que cette onde permet à des électrons individuels de passer par les deux fentes en même temps. Donc la superposition repose sur des bases solides. Le concept suivant est l'intrication. Considérez deux électrons lancés l'un vers l'autre, avec des vitesses égales et opposées. Nous savons qu'ils vont se disperser l'un de l'autre, mais nous ne savons pas exactement comment. Leurs trajectoires sont décrites par des fonctions d'onde étalées qui ne nous donnent que des probabilités. Dès que nous mesurons la quantité de mouvement d'un électron, nous connaissons aussitôt celle de l'autre. Elle doit être égale et opposée, sinon cela violerait la conservation de la quantité de mouvement. Cela peut sembler évident, mais avant la mesure, la quantité de mouvement de chaque électron était en superposition d'états. La mesure de l'un a immédiatement effondré la fonction d'onde de l'autre. Et cela serait vrai même si ces électrons ont été séparés par des années-lumière. Ces électrons sont intriqués. Ce qui se passe réellement ici, c'est qu'après leur interaction, les électrons n'ont plus du tout de fonction d'onde séparée. Ils sont décrits par une seule fonction d'onde, et c'est cela que signifie être intriqué. Cela explique pourquoi mesurer l'un affecte immédiatement l'état de l'autre, car la fonction d'onde unique s'est effondrée. En fait, si nous étions rigoureux, nous devrions dire qu'il n'y a qu'une seule fonction d'onde, la fonction d'onde de l'univers entier, qui inclut absolument tout. Pour des particules quantiques isolées et non intriquées, on peut parler de leur fonction d'onde individuelle. Et dès qu'elles interagissent avec autre chose, l'intrication en est le résultat. Nous avons vu que la superposition revient à décrire des systèmes avec des ondes. L'intrication implique qu'après interaction, les particules sont décrites par une unique fonction d'onde. Ce sont des éléments fondamentaux de la théorie quantique, qui décrivent les systèmes avec des fonctions d'onde évoluant selon l'équation de Schrödinger. Ce qui ne laisse que la mesure. Le postulat de la mesure a été ajouté comme second ensemble de règles pour relier les mathématiques de la mécanique quantique à nos observations. Mais n'est-ce pas étrange qu'il y ait une règle pour la façon dont les systèmes évoluent quand on ne les observe pas, et une autre règle pour quand on les observe? En fin de compte, la mesure n'est que l'interaction d'un système quantique, des électrons et des photons, avec un autre système quantique. Nous savons comment gérer cela. Nous faisons évoluer leur fonction d'onde avec l'équation de Schrödinger. Alors, que se passe-t-il si nous rejetons toutes les règles associées à la mesure? Eh bien, dans l'expérience de pensée du chat de Schrödinger, l'atome radioactif, dans une superposition d'états désintégrés et non désintégrés, s'intrique avec le détecteur, puis avec le chat. Nous sommes faits d'électrons et d'atomes soumis aux lois quantiques. Donc nous sommes aussi quantiques. Donc en ouvrant la boîte, il n'y a ni mesure ni effondrement de la fonction d'onde. Nous nous intriquons simplement avec l'état de tout ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Donc nous voyons le chat vivant et nous voyons le chat mort. Maintenant, comment est-ce possible? Je suppose que vous n'avez jamais vu un chat à la fois vivant et mort auparavant. Mais la solution, c'est que le vous qui a vu le chat vivant et le vous qui l'a vu mort habitent en fait des mondes séparés. Par là, je veux dire qu'ils existent dans leur propre réalité complète et que ces réalités n'interagiront jamais. Mais d'où viennent ces mondes séparés? Il y a encore un point, toutes les particules de l'environnement, les molécules d'air, les photons, tout ce que nous ignorons. Si un objet quantique en superposition s'en mêle avec l'environnement, on dit qu'il subit une décohérence environnementale. Cela divise la fonction d'onde de l'univers, séparant essentiellement l'univers en deux copies légèrement différentes. Voici une version plus réaliste de l'expérience du chat de Schrödinger. L'atome radioactif passe d'un état non désintégré à une superposition quantique désintégrée et non désintégrée. Le détecteur devient intriqué avec cet état de superposition de l'atome.
Mais le détecteur est bombardé par toutes ces molécules d'air et ces photons dans la boîte, qui rebondiraient différemment s'il a détecté une radiation que s'il ne l'a pas fait. Donc presque immédiatement, le détecteur devient intriqué avec l'état de l'environnement. Il se désagrège, divisant la fonction d'onde en deux. À ce moment-là, vous êtes divisé en deux copies identiques, chacune intriquée avec un résultat de l'expérience. Vous restez identique jusqu'à ouvrir la boîte, où le chat est alors vraiment vivant ou mort. Vous êtes simplement en train de le découvrir en ouvrant la boîte. Ce dont nous ne sommes pas conscients, c'est que l'autre résultat s'est également produit, mais pour quelqu'un qui n'est plus vous. Je veux dire que les deux observateurs viennent de vous, mais ils ne sont plus vous et ils ne sont plus identiques l'un à l'autre. L'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique a été formulée par Hugh Everett. Et si c'est vrai, la ramification de la fonction d'onde se produit tout le temps, si fréquemment en fait, que le taux pourrait bien être infini. Créer en permanence une infinité de mondes subtilement différents peut sembler invraisemblable, pour le dire gentiment. Mais considérez que tous ces mondes font naturellement partie des mathématiques de la mécanique quantique. La théorie des mondes multiples les prend simplement au sérieux, alors que pour les écarter, il faut l'effondrement de la fonction d'onde. Et le fait est que notre expérience de la réalité serait la même dans le cadre des mondes multiples que si la fonction d'onde s'effondrait. Mais le formalisme est tellement plus clair et plus élégant. Tout ce que nous avons, ce sont des fonctions d'onde qui évoluent selon l'équation de Schrödinger. Cela implique que les fondateurs de la théorie quantique ont peut-être eu tort. La fonction d'onde est l'image complète de la réalité. Et notre mesure n'en est qu'une infime fraction, la partie avec laquelle nous nous intriquons lorsque nous interagissons avec un objet quantique en superposition. L'univers redevient également déterministe. Chaque résultat se produit 100% du temps. Cela ne nous paraît ainsi que parce que nous n'expérimentons qu'une infime partie du multivers. Maintenant, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont des questions et peut-être des réserves à ce sujet, alors je suis allé voir un expert. Hey! Bonjour! Comment ça va? Entrez, ça. Je voulais faire cette vidéo sur les mondes multiples, mais j'avais peur de tout gâcher. Je suis venu ici pour rencontrer le professeur Sean Carroll de Caltech, auteur du livre sur les mondes multiples. Voici le livre Something Deeply Hidden, disponible partout où les livres sont disponibles. Posons probablement les questions courantes qu'on trouve sur YouTube, les arguments contre cela. Oui, tu sais quelle est la première? Combien de mondes existe-t-il? Non, d'abord, c'est l'énergisation. Comment l'énergie est-elle conservée? C'est parfaitement clair dans les mathématiques. L'énergie de toute la fonction d'onde est conservée à 100%, super bien conservée. Mais il y a une différence entre l'énergie de toute la fonction d'onde et l'énergie que les gens dans chaque branche perçoivent. Donc, ce que vous devez imaginer, ce n'est pas dupliquer tout l'univers, mais prendre une certaine quantité d'univers et la subdiviser, la découper en deux parties. Les pièces ont l'air identiques à l'intérieur, sauf que l'une a un spin vers le haut et l'autre un spin vers le bas, ou quelque chose comme ça. Mais ils contribuent en réalité moins que l'original à l'énergie totale de l'ensemble. Demandons combien de mondes existent ou à quelle fréquence ils se ramifient. C'est vrai, nous n'en avons aucune idée. Il y a une réponse courte à cela, et je trouve que c'est embarrassant que nous n'ayons aucune idée. C'est certainement fréquent, c'est certainement beaucoup, n'est-ce pas? L'univers se divise chaque fois qu'un système quantique en superposition devient intriqué avec son environnement. Donc, vous avez des noyaux atomiques dans votre corps qui sont radioactifs. Ils se désintègrent 5000 fois par seconde. Il y a une désintégration radioactive dans votre corps. Chacun d'eux se désintègre ou non. C'est comme une superposition. En se désintégrant, il interagit avec son environnement, devient intriqué et l'univers se divise selon sa fonction d'onde. La ramification survient fréquemment chaque seconde à cause des désintégrations radioactives dans votre corps. Cela se produit-il une infinité de fois? Nous ne le savons pas parce que nous ne savons pas si le nombre total de branches possibles est infiniment grand ou fini. C'est gigantesque, peu importe comment on le voit. Il y a largement assez de place pour que toutes ces branches existent. Et il se peut très bien que ce soit fini, mais les détails dépendent de choses que nous ne comprenons pas sur la gravité quantique, la cosmologie, la théorie du tout et tout ça. C'est un grand nombre, mais on ignore sa taille exacte. Abordons le malentendu selon lequel la théorie des mondes multiples signifie que tout ce qui pourrait arriver arrive réellement. Non, ce n'est pas vrai. Les mondes multiples signifient juste que la fonction d'onde suit l'équation de Schrödinger. L'équation de Schrödinger prévoit que de nombreuses choses peuvent arriver, mais pas toutes. Par exemple, un électron ne deviendra jamais un proton. Cela violerait la conservation de la masse, la conservation de la charge, toutes ces choses-là.
Des choses auxquelles l'équation de Schrödinger donne une probabilité nulle de se produire un jour. Et toi, devenir président? Oui, ça pourrait arriver. Un monde où tu es président, ça existe? Un monde existe où, en réalité, ce ne serait pas moi le président, mais une version de moi. D'accord. N'est-ce pas? Après la ramification, il y a deux personnes distinctes. Mais il existe une version de toi qui est actuellement président Oui, c'est exact. et qui est en train de tweeter. C'est un monde de très faible amplitude, une probabilité minime mais réelle. Je veux dire, je pense que c'est ce qui fait que cela semble plus compliqué ou plus absurde que Copenhague. Parce qu'avec Copenhague, il n'y a qu'un seul monde, c'est tout. Et c'est ce que tu expérimentes. Mais regarde, l'univers, le bon vieil univers, oublions la mécanique quantique, d'accord? Parlons juste du cosmos, des galaxies, etc. On ne voit pas tout l'univers. On n'en voit qu'une partie finie parce que la lumière se déplace à la vitesse de la lumière. Donc il y a une limite au-delà de laquelle on ne peut pas voir. L'univers pourrait être infiniment grand. Nous ne savons pas. Il est possible que l'univers soit infini. Il est probable que partout dans l'univers, cela ressemble à ce que nous voyons avec les galaxies, les étoiles, etc. Si c'est vrai, il existe un nombre infini de copies de personnes exactement comme vous. Certains sont présidents, d'autres gagnent des championnats NBA ou sont supermodèles, peu importe. C'est juste qu'il existe de nombreuses façons de réarranger les atomes. Cela n'a rien à voir avec la mécanique quantique. Ça te dérange? Est-ce que ça te dérange vraiment? Un peu. Je pense que ça devrait être le cas. Mais je suis d'accord, c'est moins étrange que l'idée quantique. Et je pense que dans les deux cas, c'est parce que les êtres humains ont un certain biais cognitif. Je ne connais pas le nom, mais il existe un biais cognitif qui affirme que seules les probabilités de 0, 50 ou 100% existent. Et quand je vous dis que quelque chose peut arriver, mais que la probabilité est vraiment faible, les gens disent « mais ça peut arriver, non ?» Je préfère me concentrer sur cette possibilité. Je dis « non, ne le fais pas ». Ce n'est tout simplement pas suffisamment probable pour que ça vaille la peine de s'en inquiéter d'une quelconque manière. Quand le monde se divise ici, se divise-t-il aussi ailleurs instantanément? La réponse, c'est que cela dépend de vous. C'est la partie agaçante. Je peux décrire la ramification qui survient instantanément partout. J'utilise cette description pour faire des prédictions sur ce que les gens verront. Toutes ces prédictions s'avèrent être entièrement vraies à 100%. Je peux écrire une description alternative où la ramification se propage à la vitesse de la lumière, puis faire d'autres prédictions, mais devinez quoi? Les prédictions sont identiques. Aucune différence entre ce que ces deux descriptions annoncent. Et ce que cela reflète, c'est Dieu ne connaît pas les branches. Il y a la fonction d'onde de l'univers. C'est tout ce qui existe, d'accord? Diviser la fonction d'onde de l'univers en différentes parties que toi et moi appelons des branches ou des mondes, c'est très pratique pour nous, les êtres humains. Mais ce n'est que ça. Ce n'est pas inscrit dans la structure même de la réalité. C'est exactement comme pour l'air dans cette pièce. Au lieu de détailler la position et la vitesse de chaque molécule d'air, je vous indique simplement la température, la pression, etc., n'est-ce pas? C'est une description pratique pour nous, pas la réalité complète. Les branches fonctionnent pareil. Donc, si cela vous agace, qu'il y ait deux façons différentes de décrire la ramification, il faut se rappeler que toute l'idée de la ramification n'est qu'une commodité humaine.